Récemment, une quantité phénoménale de documents sur l'affaire Epstein a été rendue publique et ça a créé une onde de choc partout dans le monde. Alors, dans cet éclairage, on va essayer de démêler un peu tout ça, de faire le tri dans cette avalanche d'informations pour comprendre ce que ces révélations signifient vraiment. Alors, voilà, entrons dans le vif du sujet. 3,5 millions. C'est le nombre de documents dont on parle. Et attention, ce n'est pas une publication bien rangée. Non, c'est un déversement en vrac, complètement désordonné, où on trouve de tout. 180 000 photos, 3 000 vidéos, des emails privés, des notes d'enquêteurs. La quantité d'infos est juste vertigineuse. D'ailleurs, cette phrase de Fabrice Arfi de Mediapart résume parfaitement la situation. Les journalistes qui se sont plongés là-dedans parlent à la fois d'un tas de boue et d'une mine d'or. C'est un mélange accablant de choses sordides, mais au milieu de tout ça, il y a des pépites d'informations absolument inestimables si on sait où chercher. Bon, première étape, il faut qu'on prenne la mesure de ce que représente ce déluge d'informations et le défi incroyable que c'est, ne serait-ce que pour s'y retrouver. Et ce no-vortex, il est parfait. C'est exactement l'impression que ça donne. On est comme aspiré dans un tourbillon de détails chaotiques, sans fin. Un endroit où les faits vérifiés se mélangent aux rumeurs et aux théories du complot. C'est très facile de s'y perdre. Maintenant, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut s'intéresser à l'homme au centre de tout ça. Qui était Jeffrey Epstein au juste ? Son parcours, c'est une ascension assez fulgurante. D'une famille modeste de Brooklyn, il arrive à se hisser au sommet de la finance et du pouvoir. Mais on voit bien, derrière cette façade de réussite, il y avait une part très sombre qui a fini par éclater au grand jour bien des années plus tard. Cette comparaison, elle est très parlante. Elle montre bien sa double vie. D'un côté, le financier de la haute société, le philanthrope super bien connecté, et de l'autre, le prédateur condamné qui opérait dans l'ombre. Une prédation qui n'était pas que sexuelle d'ailleurs, mais aussi financière et sociale. Mais attention, ce réseau n'est pas quelque chose d'abstrait. Derrière, il y a des victimes, un coût humain terrible. Et pour bien le saisir, on va se concentrer sur sa connexion française, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel, c'était vraiment une pièce maîtresse du système. Il aurait utilisé sa position ultra privilégiée dans le monde de la mode pour, selon les accusations, trouver et amener des jeunes femmes dans le réseau d'Epstein. Et ce qui est fou quand on regarde cette chronologie, c'est l'impunité. Une impunité quasi totale pendant plus de 30 ans, alors même qu'il y avait des accusations publiques répétées contre lui. Ce témoignage d'une victime, Jeanne, qui a rencontré Brunel quand elle avait 18 ans, nous ramène à la réalité humaine de cette affaire. Elle raconte une pression constante, une sorte de grivoiserie inconfortable, mais elle a compris bien plus tard que non, ce n'était pas juste ça. C'était une mécanique bien plus organisée et bien plus sinistre. Maintenant, prenons un peu de recul pour regarder le tableau d'ensemble. Le système qui a permis à des hommes comme Epstein et Brunel d'agir en toute impunité pendant si longtemps. Et voilà, le point absolument crucial, il est là. La question, ce n'est pas tant de savoir qui connaissait Epstein, c'est de savoir qui a continué à le voir, à voyager avec lui, à faire des affaires avec lui après sa condamnation de 2008, une fois qu'il était un délinquant sexuel connu et condamné aux yeux de tous. On peut prendre quelques exemples. L'ancien président américain Bill Clinton. Les dossiers montrent des contacts très nombreux, y compris des dizaines de vols sur le fameux jet privé d'Epstein, bien après que les premières accusations contre le financier soient sorties. Autre exemple, le prince Andrew, de la famille royale britannique. Son amitié avec Epstein a continué même après sa condamnation. Et quand il a été accusé d'agression sexuelle par Virginia Giuffre, une des victimes, ça a provoqué sa chute. Il a été déchu de tous ses titres royaux. Une conséquence directe de cette relation. Même le monde de la tech n'est pas épargné. Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, le Wall Street Journal a révélé que ses rencontres et ses liens financiers avec Epstein, qui se sont poursuivis contre l'avis de sa femme, auraient été l'un des facteurs de leur divorce. Et pour finir, Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien. Les documents confirment qu'il était un visiteur régulier chez Epstein et qu'il a même bénéficié de ses investissements. Ça montre bien à quel point le réseau d'Epstein s'étendait au plus haut niveau de la politique mondiale. Le problème, c'est que même avec ces millions de documents, on a l'impression de ne pas tout voir. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus troublante de toute cette histoire. La vraie question, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans les dossiers, c'est surtout ce qu'il n'y a pas, ce qui a été volontairement retiré. Le ministère de la Justice américain le dit lui-même, il retient certaines catégories de preuves, et pas n'importe lesquelles, les plus accablantes. Ça laisse un vide énorme dans ce qu'on sait publiquement.
Et en plus de ça, sur les documents qui ont été publiés, des milliers de pages sont à moitié illisibles, couvertes de ces fameuses barres noires qui cachent des noms, des détails, sans la moindre explication. Ce manque de transparence, ça ne fait qu'alimenter encore plus de questions et de suspicions, évidemment. Au final, ce grand déballage a permis de répondre à certaines questions, c'est vrai. Mais il a surtout ouvert la porte à d'innombrables autres interrogations. Et on reste avec cette question lancinante, quelle est la véritable profondeur de ce réseau mondial de pouvoir et d'abus ?